juste avant et ce qui va me permettre d'enchaîner notamment avec Alexandre Juvin-Brunet. Merci à toi, Alexis. À bientôt. Voilà, bon courage Merci. pour ton travail. Merci énormément. Merci, au revoir. Au revoir. Et justement, on a déjà évoqué déjà pas mal de choses. On a parlé d'éducation, de souveraineté, notamment un petit peu démocratique tout à l'heure avec Étienne, de liberté médicale, etc. Et je suis fier, on est fier voilà, d'avoir ce soir, notamment, on en parlait tous les deux, de Alexandre Juvin-Brunet, ancien capitaine de gendarmerie, fondateur des CSP et de la foncière financière qui va pouvoir nous décrire assez rapidement. Ça nous semblait pertinent de l'avoir ce soir. Je ne désespère pas, moi, de refaire parce que du coup, j'avais prévu, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment sur ma petite chaîne, j'avais prévu de faire plusieurs émissions, on va dire, ces derniers mois, suite à des contraintes professionnelles. J'ai tout mis en stand-by, mais je souhaitais justement en faire une avec Alexandre. Donc ça, on va avoir une synthèse et je ne désespère pas pouvoir le recevoir de manière beaucoup plus précise, de manière une prochaine fois voilà, sur ma chaîne dans les semaines qui viennent. Maintenant que j'ai un petit peu plus de temps, voilà, le temps de me sortir un petit peu de différents merdiers financiers suite à les suspensions et autres. Mais parce que je ne sais pas ce que tu en penses, toi, David. Dans les solutions proposées, également des fois aussi concrètes, souveraines. La souveraineté monétaire, c'était la base de tout. Mais attention, dans notre droit pénal, l'atteinte à la monnaie est plus réprimée qu'un viol. Parce que finalement, on le voit à travers, c'est les valeurs fondamentales de notre société. Si on sanctionne plus la création de monnaie que le viol, c'est que finalement, c'est l'argent qui est le moteur de cette société. Et justement, Alexandre, on a payé le plus fort, il va pouvoir nous en expliquer. Alexandre, bienvenue. Tu m'avais déjà invité une fois sur ta chaîne de parler du recours pour les militaires et les gendarmes que nous avions fait contre l'obligation vaccinale. Et cette fois-ci, écoute, j'ai le plaisir de te recevoir ce soir. C'est à toi. Tu as la parole pendant les 15 prochaines minutes pour nous expliquer justement ce que tu penses de la liberté monétaire. Écoutez, merci à vous deux et merci à tous les intervenants. J'ai suivi votre soirée à partir d'Étienne Chouard. Avant, je n'étais pas disponible. Donc, ça me permet de j'espère remettre en perspective mon propos par rapport aux autres propos aussi, que ce soit Alexis Poulain, Louis Fouché, Sophie Audugé et Étienne Chouard que j'ai suivis. Les autres n'étaient pas encore là, donc j'en suis navré. Merci pour votre invitation. Effectivement, la monnaie, vous touchez en fait à l'élément radioactif, hautement radioactif même. C'est-à-dire que la monnaie, c'est la clé de contrôle. C'est la clé de contrôle du monde moderne. C'est une clé de contrôle d'un monde moderne dans lequel nous avons été précipités, qui était avant un monde différent, qui n'était pas, on va dire, autant matérialiste. Et donc, le monde tel qu'il a été fabriqué depuis maintenant plusieurs décennies, plusieurs siècles, est un monde foncièrement matérialiste. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle encore de dialectique marxiste, lutte des classes, et ainsi de suite, parce qu'on a beaucoup ce focus matérialiste, alors que l'humanité est faite d'autres choses. Et les autres civilisations, toujours sur Terre aujourd'hui, nous montrent tous les jours que la matière n'est qu'un élément. Voilà. Il y a de l'esprit et de la matière. Il ne faut jamais oublier l'esprit. Mais si on va dans la matière, on va donc dans ce qui contrôle cette matière moderne. Et effectivement, tout passe par la monnaie. Et voilà pourquoi nos sociétés sont verrouillées. Au niveau, on ne parle même pas de création monétaire, mais simplement vraiment d'instruments monétaires. J'y ai touché à mon corps défendant il y a 2 ans. J'en ai payé le prix. J'ai fait 4 mois de prison et 4 mois de bracelet, donc 8 mois de prison en préventive. Pour avoir donc proposé non pas une fausse monnaie, mais avoir proposé une alter-monnaie, une autre monnaie différente, qui n'était pas une copie de l'actuelle, qui était autre chose. Voilà. Mal m'en a pris, bien m'en a pris d'un côté parce que ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a permis de tisser des réseaux toujours actuels, et mal m'en a pris parce que j'ai découvert et j'ai fait découvrir à beaucoup de personnes combien c'était dangereux. Pour revenir sur ce qu'est la monnaie, parce que c'est là-dessus que vous m'interrogez ce soir, nous sommes face à des personnes qui ont un niveau de conscience intéressant, un champ de conscience, un discernement, et qui donc sont capables de lire et de suivre toutes les vidéos, pléthore de vidéos sur Internet, qui vous redéfinissent depuis Aristote quelles sont les 3 fonctions de la monnaie. Voilà. Avec une monnaie, on paye, voilà, on stocke, et on compte. Voilà. Vous avez 3 choses dans la monnaie principale, les 3 fonctions de la monnaie: payer, compter et stocker. Je paye quelque chose, je paye un produit, un service, je compte
par exemple, les unités de compte publiques, les unités de compte privées, je compte mon patrimoine, je compte la valeur de ma voiture, la valeur, je compte. Et enfin, je stocke aussi de la valeur, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui stocker 1 tonne de patates ou 1 tonne de kérosène, et on peut aussi stocker de l'argent qui a une valeur. Et d'ailleurs, ces stocks de valeur sont eux-mêmes libellés en monnaie. Donc ça, c'est les 3 fonctions. La seule chose qu'on n'a pas forcément, enfin, on l'a peut-être oublié, on ne l'a pas forcément suffisamment rappelé depuis Aristote, c'est qu'il y a une 4e fonction qui parachève tout ça. Donc, je répète, donc, on paye, on compte et on stocke. Et après, au-dessus de tout ça, il y a une fonction politique dans la monnaie. Et voilà pourquoi c'est important. Parce que la monnaie, et depuis la nuit des temps, depuis les civilisations, je vais dire, prédiluviennes, en passant par l'Égypte jusqu'à la Grèce antique, l'Asie mineure, les grands empires, jusqu'à l'Empire romain, les Celtes, bref, toutes les nations, sociétés, voire civilisations, ont toujours libellé la monnaie sous une forme de contrat politique. Et souvent, le contrat politique des époques était de libeller la figure, l'effigie du monarque ou l'effigie de l'empereur ou l'effigie de certains symboles auxquels se rattachait une société clé, des symboles. Aujourd'hui, nous avons été désappropriés de cette fonction politique parce que déjà, la plupart des personnes ne le savent pas, qu'il y a une fonction politique dans la monnaie. On l'a pressenti lors de Maastricht en 1992, bien sûr qu'on l'a pressenti quand on est passé à l'euro, on l'a encore pressenti ensuite en 2005 ou plutôt en 2008 quand Sarkozy nous a trahis, bien sûr. Mais si les Français qui nous regardent ce soir veulent comprendre l'origine de nos malheurs actuels, il ne faut pas remonter à il y a 3 ans avec l'offensive sanitaire. Il ne faut pas remonter même il y a 20 ans avec l'introduction de l'euro en 2002. Il ne faut pas remonter en 92 à Maastricht. Il faut remonter à 1940. Il faut remonter à 1940. Voilà. C'est en 1940 que la France perd sur le champ de bataille son indépendance. Que les gens comprennent bien, je parle de monnaie ce soir, mais c'est intimement lié en fait à la liberté et derrière en fait à l'indépendance. Voilà. S'il y a 3 niveaux qui nous concernent, nous en tant qu'êtres humains, en tant que citoyens et en tant aussi que société et de civilisation, parce que j'estime que la France est une civilisation, c'est un rang encore différent des autres choses, des autres entités humaines qui existent sur Terre, vous avez un niveau d'indépendance au-dessus, absolu, qui vous permet de tout faire quand vous le souhaitez, tous azimuts, en tout temps et avec tous les moyens. En dessous de ça, vous avez l'autonomie. Et encore en dessous de ça, vous avez une forme ce qu'on appelle de suggestion. Quand vous êtes en perte d'autonomie, à titre de santé, vous êtes en perte d'autonomie. Donc vous êtes sujet d'autres personnes et parfois de leur bon vouloir. Vous êtes un sujet. Il y a un niveau de suggestion physique. Au-dessus, vous avez une autonomie, voire une indépendance. Ce qui se passe au niveau personnel se passe au niveau aussi collectif. La France a perdu son indépendance en 1940, quand on s'est fait botter le derrière par les nazis. Voilà. La personne qui, derrière, malgré cette défaite militaire, a essayé de nous rehisser au rang de puissance, non pas de grande puissance telle qu'on l'était auparavant, mais de puissance moyenne, et c'était lié encore une fois à la monnaie, donc à l'argent, c'est le général de Gaulle qui, en 1945 et en 1946, s'est opposé avec les gaulo-communistes. Donc, les Gaulois, pardon, les gaullistes d'un côté et les communistes de l'autre se sont alliés, les gaulo-communistes, pour damer le pion aux anglo-saxons, aux anglo-américains, pardon, qui voulaient nous imposer le dollar français, comme il existe encore aujourd'hui un dollar philippin. De Gaulle s'y est opposé. Et donc, même si on avait perdu l'indépendance, le niveau suprême, nous étions quand même redescendus à un niveau d'autonomie. Mais comprenez bien que ce niveau d'autonomie a été définitivement perdu jusqu'à aujourd'hui, à partir de 1992, quand Maastricht passe et que les Français décident d'abandonner le franc pour l'euro en 2002, 10 ans plus tard. Nous passons d'autonomie à suggestion. Voilà pourquoi nous avons aussi autant de problèmes, autant de contraintes. Nous sommes actuellement enserrés, asphyxiés aussi par ce système. Voilà pourquoi la monnaie est la clé de contrôle des sociétés. Et la monnaie, en fait, et cette clé de contrôle, comme les autres choses, comme la liberté, comme la souveraineté, ne se quémande pas. Elle ne se demande pas. Elle s'arrache et elle s'obtient par une lutte. Alors, j'ose espérer, j'ose croire que les personnes qui
qui souhaitent redevenir libres et souverains, j'ose espérer que... Oui, vous me parlez de signifie, je peux en parler si vous voulez. Bon, c'est une autre partie de ma vie, mais bon, bref. OK. J'ose espérer que les personnes qui veulent être libres et souverains comprendront que si tout se passe bien dans le meilleur des mondes possibles, providentiellement, cette liberté pourrait tomber comme un fruit, ou un fruit mûr qui tombe. Mais malheureusement, en tout cas c'est mon avis, vous êtes face à un système, d'autres intervenants l'ont rappelé, oligarchique, puissant, déterminé, et j'ai envie de dire, parce que ça rejoint en fait on va dire mon cœur de valeurs, mon système de valeurs, jusque-boutiste, et surtout, voilà, jusque-boutiste parce que c'est lié en fait à non plus une idéologie politique, comme avait existé peut-être le marxisme à une époque ou d'autres choses, c'est lié maintenant à quasiment une religion. Il faut que les gens comprennent bien ça. Alors vous allez me dire, c'est très très loin de la monnaie. Oui, mais tout est lié. Tout est lié. Et si demain, nous arrivons en fait à reprendre la main, au moins un peu d'initiative, quand on parle entre militaires, c'est la reprise de l'initiative. Si nous voulons demain reprendre un bout d'initiative pour ne pas être asphyxiés sous le contrôle de ces sociétés totalitaires qui sont en train de nous construire et qui vont bientôt passer par la monnaie numérique, qui vont bientôt passer par la traçabilité 100%, les villes de 15 minutes, toutes ces choses-là, la santé, on en parlait, la santé totalement pilotée, à distance, par des robots, de l'IA, différentes choses, nous serons totalement matrixés dans ce système totalitaire. Donc, il y a plusieurs façons de s'en sortir. Il peut y avoir la voie légaliste, la voie des élections. Je m'y suis frotté en 2022, donc j'ai écrit ce bouquin. Donc ceux qui veulent le lire, ce bouquin, dedans, je parle des 10 référendums qu'il faudrait faire. 10. Et le dernier référendum, c'est justement, est-ce que vous voulez refondre les institutions françaises? Et ça, il faut le demander aux Français. Et en refondant les institutions françaises, via un référendum, ben, on peut éventuellement passer sur du RIC. Vous voyez ce que je veux dire? On parlait tout à l'heure. Mais donc, je me suis frotté à tout ça. Je ne sais pas si les personnes imaginent ici combien tout est verrouillé et combien les moyens de pression, déjà, sont forts, premièrement. Mais surtout, en face, il n'y a pas de moyens de pression pour oppresser les dissidents, pour les décourager, pour les démoraliser. En face, ces moyens de pression, il y a aussi des moyens d'induction comportementale qui passent par les médias. Et Alexis Poulain en parlait à l'instant. Donc, d'un côté, avec de la pression, mais aussi de l'induction comportementale, vous avez malheureusement, allez, je vais dire, 70 à 80% des Français qui s'en tamponnent, en fait, de la liberté. Parce que le système leur apporte une sécurité. Pour l'instant, une sécurité financière, une sécurité alimentaire. Et la seule façon demain que toutes ces personnes, ces 70 à 80%, décident de jeter ce système et de faire un pas de côté ou d'en recréer un autre, c'est quand ce système, en fait, les aura fauchés ou aura vidé leur frigo. Comme c'est arrivé à tous les infortunés citoyens, depuis les bonnets rouges, en passant par les gilets jaunes, en passant par les blouses blanches, les robes noires, certains ont été fauchés aussi, les retraités et maintenant les agriculteurs. On est tous fauchés les uns après les autres. Et c'est en étant fauchés, dans la douleur, malheureusement, dans la souffrance, que les personnes comprennent en fait que le système ne peut rien pour eux, et surtout que ce système matérialiste est en train d'arriver à bout de souffle. Alors justement, la question, Alexandre, si ce système veut se maintenir au pouvoir, pourquoi cherche-t-il à nous faucher alors que, comme tu viens de l'indiquer, c'est justement en conservant la sécurité du frigo et du porte-monnaie qu'il se maintient au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il est un ogre qui ne peut pas s'empêcher de manger? Oui, alors moi je me suis souvent interrogé là-dessus, je me suis dit, mais est-ce que ce système a une limite? Et je me suis rendu compte qu'on a affaire à des personnes qui sont alors sûrement assez vicieuses et supérieurement intelligentes à très très haut niveau. L'intelligence disparaît progressivement plus on descend, et la moralité aussi baisse dans les niveaux intermédiaires d'encadrement, on va dire, de management de ces États totalitaires qui sont en train de se mettre en place. Mais n'oubliez pas que, quelle que soit la personne à qui vous avez affaire, que ce soit un élu local, régional, national, voire même le président, c'est en fait un salarié. C'est un salarié. Et en fait, il faut s'intéresser au système de valeurs, au système moral des gens qui sont encore au-dessus, qui donnent des ordres en fait à leurs salariés. Et ces personnes-là, les oligarchies,
il y a des factions dans ces oligarchies, dans ces États profonds, au pluriel, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul d'État profond, il y en a plusieurs. Ces factions peuvent être concurrentes, mais elles ont une convergence d'intérêts à bas niveau sur le matérialisme, maximiser le contrôle du système actuel. Mais ce dont j'ai peur, c'est que les personnes les plus puissantes de ces factions, je dis une bêtise, Vanguard et BlackRock, peut-être dépassent les 10 000 milliards de capitalisation. Donc ils ont accès à tout, ils ont le contrôle de tout, de toute la chaîne. Ils ont le contrôle peut-être actuellement de 20 à 30% du PIB mondial. Imaginez la puissance de ces entités. Mais quelle est la religion, en fait? Si c'était juste une idéologie, on va dire libre-échangiste, libéralisme politique, marxiste, différentes choses, ça serait encore à un niveau humain acceptable de dialectique de projets politiques. Mais là, on arrive dans le religieux. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui veulent en fait en faire disparaître une grande partie. Et ça correspond à aucune idéologie, en fait, humaine. Ça correspond ni plus ni moins à un plan quasi religieux messianique d'extinction d'une partie de l'humanité. C'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Et donc, on est mal barré. En tout cas... Voilà. Youpi tralala. Ouais, non, mais par contre, moi j'adore vous écouter parce que déjà vous avez une culture énorme. C'est ce que j'ai lu et c'est pour ça que je continue en fait à faire des fois des émissions, soit avec David comme ici, ou que j'en faisais des fois quelques-unes sur ma chaîne parce que je me rends compte qu'en fait dans tout ce merdier d'une manière globale, alors on peut être des fois avec n'importe qui, des fois un petit peu en désaccord, mais je me rends compte quand même plutôt que d'être totalement accablé de me dire de toute façon il n'y a plus aucune solution, même si des fois c'est très souvent ce que je pense, je me dis, excusez-moi l'expression, mais très souvent je me dis on n'est pas dans la merde, mais je me dis d'une manière globale, moi en tant que petit citoyen, petit fonctionnaire, voilà, pompier dans son bled, quand je vois, on va dire, tous ceux en fait, finalement, avec le panel de l'émission de ce soir, je me dis, on a des gens qui peuvent informer, on a des gens qui peuvent soigner, on a des gens qui ont une autre solution d'éducation à nous proposer, on a des gens d'autres qui ont des solutions financières à nous proposer également. En fait, ce qui est presque des fois désespérant, c'est je me dis, mais quand j'essaie de regarder un petit peu, moi, tout ce qui existe, même si je n'ai pas une maîtrise de tout, loin de là, on a tout, en fait. En fait, on a tout. On Oui. sait presque tout faire. Quand on réunit un peu tout le monde, on sait tout faire. C'est ce qui est incroyable. Alors, c'est peut-être aussi, on a tout, et c'est peut-être justement ce qui est rassurant, c'est qu'un corps social, parfois, on peut se sentir rejeté par une majorité de citoyens qui ne comprennent pas comment on pense, qui ne comprennent pas pourquoi on a été suspendu, qui ne comprennent pas pourquoi qu'on a été foutu en prison, enfin, différentes choses, oui. On peut se sentir rejeté et être en rejet de cette société également. Mais en fait, quand on prend un peu plus de distance, on se rend compte peut-être que la société dans sa globalité, société française, nous sommes français, donc parlons-en, est une société qui a une espèce de sagesse profonde pour pouvoir en fait laisser à toute forme d'expression politique, qu'elle soit mainstream, dissidente ou autre, la faculté d'exister pour que le jour J, cet instrument sur étagère, moi ou quelqu'un d'autre, soit saisi par le peuple qui dit, ben maintenant, c'est ça qu'on veut et on va changer. Donc, il y a eu, et je le reconnais, beaucoup de solidarité parmi les dissidents, ce que j'appelle les dissidents, et c'est toujours le cas aujourd'hui, et heureusement, parce que ça leur a permis de tenir les uns les autres. Donc, moi, j'ai bénéficié de cette solidarité. Quand je suis sorti de Toll, mes boîtes avaient été dissoutes, j'avais plus un radis, j'avais plus rien, j'ai bénéficié de cette solidarité, comme d'autres plus tard en ont bénéficié à leur tour. Voilà. Donc, ça a permis de tenir. Mais maintenant, si on veut apporter une solution, j'ai pas envie de dire sexy parce que c'est rabaissant pour la qualité des projets politiques qui sont présentés de part et d'autre. Mais si on veut proposer un projet souhaitable, pragmatique et actionnable facilement, il faut monter en capacité collective. Alors l'intelligence, elle est là, c'est pas le problème. Il faut une convergence du socle métaphysique et idéologique. C'est la partie difficile, c'est pas évident. Mais il faut aussi en fait avoir la capacité d'organisation financière et logistique permettant de tenir et de réunir sur au moins
le court et le moyen terme. Le long terme, c'est très compliqué, mais au moins le court et moyen terme, des structures, des noyaux de personnes dédiées à un combat. Parce qu'on ne peut pas le faire simplement sur son temps personnel, parce qu'après, on met en péril son métier, on met en péril sa famille, on met en péril tout. En fait, on se met en péril soi-même. Donc, il faut arriver à partir d'initiatives individuelles, à arriver à agréger ça dans des démarches collectives. Et c'est très compliqué, parce que je peux vous garantir que la société française, comme toutes les sociétés occidentales d'ailleurs, beaucoup de sociétés dans le monde sont moins concernées par ça. Les Indiens sont moins concernés, les Chinois sont moins concernés, les Japonais sont moins concernés. Mais les Français et les sociétés occidentales, qu'est-ce qu'on est atomisé? On a été atomisé à l'extrême, individualisé à l'extrême et matérialisé à l'extrême. Tout est chiffre, tout est argent, tout est tout ça. Et on n'a plus, en fait, on n'arrive plus à définir le bien commun. Et on n'arrive plus à définir, en fait, de socle commun. Et on n'arrive plus à définir de société commune. Vous voyez? C'est ça le gros problème auquel on est confronté. Mais en tout cas, voilà, merci énormément. Et puis, moi, ça fait partie, les CSP, je vous avoue, sincèrement, je vous redis, je vous avais contacté il y a quelques mois, j'espère qu'on refera une émission dessus, parce que j'ai pas encore pris le temps, par manque de temps, le temps encore, comme vous le disiez, pendant 2-3 ans, j'ai totalement délaissé, on va dire, pas mal de choses, donc ce qui fait que je me suis retrouvé un petit peu comme ça, comme beaucoup. Donc là, le temps de se reforger, c'est là où on se rend compte, justement, finalement, si on ne prend pas la peine de s'occuper un petit peu de soi, finalement, on se retrouve vite dans la merde et on ne peut plus rien faire derrière. Donc, c'est le temps de retrouver tout ça. Votre exemple personnel montre, en fait, combien individuellement nous sommes fragilisés par la société actuelle, qui est en train d'ailleurs d'accélérer la fragilisation des individus par la paupérisation, l'hyperinflation, la médiatisation à outrance, l'induction médiatique à outrance. Toutes ces choses-là fragilisent, en fait, ça nous coupe. Louis Fouché parlait du lien, c'est ça, il coupe les liens, mais en plus, il coupe les liens de subsistance, les liens d'humanité, il coupe tout, en fait. Et donc, quand on sera chacun dans des petites cases, eh bien là, on sera prêt, en fait, pour, excusez-moi du terme, j'espère que vous ne serez pas striqué pour ça, mais on sera prêt pour la chambre à gaz. Vous voyez? Totalement. C'est ce qu'ils souhaitent. Et c'est pour ça que moi, ça me semble très pertinent que vous soyez là ce soir, parce que au-delà des collectifs, de toutes les initiatives, entre déjà, vous avez fait un petit passage en poule, et malgré ça, vous avez quand même persisté. Certains, de nombreux déjà, auraient abandonné ou n'auraient même pas pris le risque. Donc déjà, merci pour ça, d'avoir pris ce risque, de montrer en fait que c'est possible d'essayer, de montrer que malgré ça, vous persistez. Avec les CSP, je pense c'est l'une des solutions à ce jour qui, quand je regarde un petit peu tout ce qui se fait, ou qui est l'une des plus, je pense, structurées, architecturées, suivant les moyens logistiques, etc., comme vous l'indiquez. Donc, merci, mais au moins déjà, ça montre, comme vous le disiez, c'est que des solutions existent. Il y a des solutions souveraines qui existent, il y a des solutions politiques qui existent, il y a possibilité de faire plein de choses, et ne serait-ce que, même si beaucoup de gens ne connaissent pas ça, mais au moins, ça montre déjà, au moins, au maximum, c'était d'où l'intérêt également d'en reparler ce soir, que ça existe, que c'est possible, et que quelques personnes, des fois, quand ils prennent le devant, regardez ce qu'on a réussi à créer, quoi. Et je vais vous dire, il faut que les Français arrêtent, en fait, de confondre gentillesse et lâcheté. Vous voyez, la gentillesse, c'est une chose, la politesse, c'est une chose, mais la lâcheté en est une autre. Et si les gens veulent vraiment être libres, c'est-à-dire que s'ils comprennent vraiment ce que nous a dit jadis la Boétie, où il nous disait que les sociétés arriveraient à nous apporter une sécurité maximale et un jour une liberté minimale, ce qui est le cas, ils vont nous apporter toujours plus de sécurité, ou du moins, après, ça va tomber net d'un coup. Les gens se rendront compte plus tard. Mais on doit sortir de ça, parce que ce n'est pas la sécurité qui s'alimente de la liberté, c'est le contraire. La liberté existe par principe, et la sécurité ensuite vient garantir cette liberté, et pas le contraire. Et donc, si on veut être libre, je vous le dis encore une fois, ce sera mon dernier mot, il ne faut pas le demander, il ne faut pas le quémander, il faut l'arracher. Ça s'arrache. En tout cas, merci énormément pour votre intervention, Alexandre, et tout votre travail. Je vous invite également, pour ceux qui veulent découvrir, si toutefois des personnes ne connaissent pas encore Alexandre Julien Gaulin, et notamment les CSP, la foncière financière, etc.,
je vous invite à aller notamment sur le site du Comité de salut du peuple. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler prochainement. En tout cas, Avec merci à plaisir. vous pour Avec votre joie. intervention Merci à vous. Et Bon merci courage. pour votre persévérance. Voilà, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Manteau.